Bonjour à tous, vous êtes nombreux connectés et nous sommes heureux de vous retrouver pour cette table ronde qui porte sur l'adaptation de la banque aux métiers du futur. Alors, nous avons un format digital en direct, seuls les intervenants apparaissent sur l'écran, mais vous pourrez vous poser vos questions sur le bandeau de conversation que vous voyez à droite de votre écran ou en envoyant directement vos questions par mail que nous recevrons. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, j'anime cette table ronde en tant que président du Club des banques et de la finance au sein du Centre des professions financières, qui est une association à vocation essentiellement pédagogique et qui regroupe toutes les professions financières, donc banque, assurance, gestionnaire d'actifs, marché financier. Alors, notre association est présidée par Monsieur Michel Pébreau, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour, Président. Bonjour. Et nous avons le plaisir de recevoir Yves Martranchard du groupe BNP Paribas, qui a été tout au long de sa carrière un acteur au cœur des transformations de la banque, dont nous allons vous parler maintenant. Merci et bonjour Yves. Bonjour. Président, je vous passe la parole. Merci. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour cette réunion, chers amis, et vous, cher Yves Martranchard. Un mot de votre parcours qui colle vraiment à l'actualité de notre sujet. Cher Yves, votre vie professionnelle, c'est depuis plus de 40 ans la BNP puis BNP Paribas. Vous entrez en effet en BNP en 1980 à votre sortie de l'école polytechnique. Après avoir écarté pour des raisons personnelles le passage par l'inspection de la banque, vous apprenez en agence le métier de banquier. Vous enchaînez les responsabilités au sein de la banque de réseau. Vous êtes successivement responsable du groupe en Savoie, puis dans le Pas-de-Calais et puis à Lille. Fort de cette expérience de terrain, vous démarrez en 1993 une carrière exceptionnelle dans l'état-major de la banque de détail, comme directeur du département des particuliers et professionnels à la direction centrale des réseaux métropolitains. Au moment où j'arrive moi-même en BNP, je vous y découvre, fais avec vous des visites sur le terrain. Vous êtes l'un des acteurs efficaces de la politique de modernisation et de rentabilisation de la banque que j'engage alors. En 1996, je vous nomme directeur de produits et marchés. En 1998, je vous fais entrer dans l'instance de commandement de la BNP, son comité de direction générale. Vous êtes l'un de ceux que je consulte et qui soutiennent mon idée de lancer en 1999 la bataille boursière qui prend la forme du projet SBP. Après la victoire, vous devenez l'un des artisans du succès de la fusion de la BNP Paribas, puis de la transformation de BNP Paribas en banque leader des activités bancaires en Europe. Après avoir été directeur de distribution de produits et marchés, la banque de l'État en France en 2000, responsable de distribution marché et solutions pour l'ensemble des activités de la banque de détail de BNP Paribas dans le monde en 2009 et Chief Operating Officer de Retail Banking en 2010. Vous avez été, pendant cette période, élu président de notre association culturelle et sportive de 2005 à 2008. Vous êtes alors l'un des grands managers opérationnels du groupe. En 2012, vous devenez responsable des ressources humaines au niveau mondial et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Pendant 9 ans, vous pilotez la gestion des 200 000 collaborateurs de la banque, ainsi que les transformations nécessaires pour les préparer à l'évolution des métiers à l'heure de la mondialisation, de la révolution digitale et désormais aussi à l'heure de la pandémie. Lorsque vous décidez de prendre votre retraite en novembre 2020, vous devenez Senior Advisor auprès de la Direction Générale du BNP Paribas. C'est un vrai plaisir de vous recevoir, car vous allez partager avec nous votre très riche expérience. Hugues,
Je vous passe la parole pour lancer le débat. Merci Michel. Nous allons aborder notre table ronde en traitant successivement les 4 volets suivants. Première partie, l'adaptation à la crise sanitaire. Deuxième partie, les nouveaux métiers de transformation des compétences. Troisième partie, les nouveaux modes de management. Et quatrième partie, l'évolution de la gouvernance autour de la définition des valeurs, d'une mission et d'une raison d'être. Alors Yves, on commence par la partie, donc retour sur la pandémie qui a entraîné beaucoup de transformations. Peux-tu nous décrire comment la banque a fait face au Covid, ce qui était prévu, ce qu'il a fallu inventer, bilan d'1 an d'adaptation et ce qui en restera notamment pour le télétravail? D'accord. Voilà, encore bonjour à tous. Effectivement, cette dernière année de DRH a été tout à fait particulière pour moi. Pendant 8 mois, j'étais en première ligne sur la gestion des ressources humaines dans cette crise sanitaire, où il fallait à la fois poursuivre l'activité de la banque, à la fois parce que nous sommes une activité essentielle, et nous devions absolument continuer à travailler, parce qu'il fallait être auprès de nos clients, du plus petit au plus gros, pendant cette crise. En fait, tout a été décidé très vite. On s'est organisé très vite pour pouvoir maintenir nos agences ouvertes. On a eu en moyenne 90% des agences ouvertes pendant la crise sanitaire. Tout de suite, on a entamé d'ailleurs des discussions avec nos partenaires sociaux et avec la direction générale de la banque pour voir les modalités d'ouverture. Et ça s'est bien passé. Et puis, il y a un point important qu'il faut souligner, c'est que BNP Paribas avait un stock de masques. Parce que voilà, nous sommes une entreprise où la gestion des risques est clé. Et nous avions pensé qu'en termes de gestion des risques, en termes un peu de primes d'assurance, il était important d'entretenir notre stock de masques. Et donc, nous avons démarré au mois de début mars, nous avions 10 millions de masques en stock qui avaient été renouvelés aux échéances. Ça nous a permis de doter très rapidement les personnes qui devaient continuer à venir travailler sur site, que ce soit dans les agences, que ce soit un peu sur les salles de marché, que ce soit dans les data centers, donc à les doter de masques, sachant que nous avons également pu donner 3 millions de masques à des hôpitaux en France, en Italie du Nord et en Belgique, qui en manquaient cruellement. Nous avons tout de suite préconisé l'addition de plusieurs mesures de protection. Le masque, la distanciation, les nettoyages, lavage des mains. Et allez, je dois dire que j'ai été surpris que les autorités ne reconnaissent pas plus tôt l'utilité du masque, puisque, bon, bien sûr, lorsqu'on a démarré la crise, le pays manquait de masques, mais ensuite, on a pu assez vite en acheter, notamment en Chine. Et en juin, nous avions encore dans le protocole sanitaire officiel écrit que le port du masque était en dernier recours lorsqu'on ne pouvait pas appliquer d'autres mesures de protection. Voilà, ça n'a pas du tout été notre philosophie, a été d'additionner plusieurs mesures de protection pour arriver à un bon niveau de protection pour nos salariés. Et d'ailleurs, on a pu constater que les personnes qui sont venues travailler en agence avec des masques, avec le gel, avec les bonnes mesures de protection, on n'a pas eu du tout de niveau de cas de maladie Covid-19 supérieur à ceux à nos collaborateurs qui ont télétravaillé. Alors, ça a été un moment de décision d'une intensité, d'une rapidité incroyable. Je n'avais jamais connu ça. C'était extrêmement dense. Heureusement que ça s'est arrivé, je pense, plutôt quand j'étais encore en poste, parce que ma successeur, avec toutes ses qualités, prendre un événement comme ça sans avoir tous les contacts, les relais, je pense, ça aurait été extrêmement difficile.
Et du coup, puisque j'étais effectivement depuis près de 8 ans en poste lorsque c'est arrivé, j'ai bénéficié d'une grande confiance de la direction générale, de l'ensemble des dirigeants de la banque, à la fois lorsque je proposais quelque chose ou lorsque je décidais quelque chose. Je vous parlais de dialogue social. Vous voyez, les choses allaient très vite. On parlait très souvent avec nos partenaires. Un soir, on apprend que la BCE nous interdit de verser le dividende qui avait été annoncé lors de la présentation des résultats en février. Bon, eh bien, il faut savoir que notre formule d'intéressement est à 25% indexée sur le dividende. Et donc, il a fallu… j'ai eu une discussion, bien sûr, avec Jean-Laurent Bonnafé. On a décidé on ne compenserait pas. Les actionnaires avaient 0 dividende. L'intéressement des salariés allait un peu baisser du fait de ce 0 dividende. Et donc, le lendemain, j'ai expliqué ça à nos partenaires sociaux. J'aurais aussi expliqué qu'avec cette formule qui comprenait le dividende, ils avaient été favorablement traités dans les 6 dernières années. On avait fait ça en 2013 et que voilà, cette année, malheureusement, ça aurait un impact négatif. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'adaptation, sur ce qui a été transformé, par exemple la mise en place du télétravail, sur ce qui a été transformé dans le fonctionnement de la banque pendant cette période? Oui, vous voyez, le week-end avant le confinement, moi, j'appelais les patrons pour leur demander de ne pas mettre toutes les équipes en télétravail pour éviter que l'informatique saute. J'essayais d'aider mon collègue DSI et finalement, là, ce qu'on a vu qu'il fallait mettre massivement les gens en télétravail. Au bout de 15 jours à 3 semaines, on avait les 3/4, on avait en gros 150 000 personnes qui télétravaillaient. Il y avait encore bien sûr des gens dans les agences, dans les différents réseaux, mais en gros les 3/4 des personnes qui télétravaillaient dans le monde. Et donc notre IT a été capable d'ajouter les tuyaux et les serveurs nécessaires en un temps extrêmement record. Alors, il se trouve que nous, on avait lancé le Flex Office il y a 5 ans. Donc, on avait quand même un bon savoir-faire sur sur le fait on avait doté tous ces collaborateurs en Flex Office d'ordinateurs portables. Si vous n'avez pas d'ordinateur portable pour télétravailler, c'est quand même très compliqué. Et on avait on avait un savoir-faire, on avait déjà quand même. Alors, bien sûr, c'était pour l'essentiel. On avait 60% en Île-de-France, par exemple, il y avait 60% des collaborateurs qui télétravaillaient une journée par semaine. Et là, ils ont basculé à des semaines complètes pendant le confinement. Donc, qu'est-ce que ça a transformé? Qu'est-ce qui va rester? Je pense qu'on ne reviendra pas comme avant. On va, dans beaucoup de grands groupes et chez BNP Paribas, je pense qu'on va aller vers un équilibre entre 40 et 50% de télétravail, peut-être 2 jours et demi en moyenne. Nous, on ne souhaite pas aller au-delà, parce qu'on a constaté qu'il y avait un risque d'isolement, un risque de faire du mal au lien avec l'entreprise, à la cohésion, et puis parce qu'on voit bien qu'on perd, ce qui est très important, toute la communication informelle qu'on a sur le lieu de travail, qui est important pour faire avancer les projets, pour faire avancer les décisions. Donc, nous n'irons pas comme certains au-delà de 50% du temps de travail en télétravail. Dans ce que je pense qu'on va pouvoir aussi pérenniser, c'est ce qu'on a appris à faire, donc des décisions plus rapides avec moins d'intervenants. C'est des réunions plus efficaces où on tient l'ordre du jour et où on sort de la réunion avec des décisions prises. Et puis, mais ça, je pense qu'on l'abordera plus tard, mais on voit que finalement, sur beaucoup de sujets, on a eu de l'accélération. C'est vrai pour le télétravail, c'est vrai pour la formation à distance, formation digitale, et c'est vrai aussi pour un management, on pourra l'évoquer plus tard, mais un management plus par les objectifs et les résultats
qu'un management par l'accompagnement physique, la présence physique. Et puis, bien sûr, du point de vue des clients, il y a eu une accélération considérable de l'utilisation des canaux digitaux, hein, et qui restera pour une bonne part. Oui, Yves, ça nous amène à la deuxième partie, puisqu'en fait, la pandémie a été un facteur de transformation accélérée et les métiers se sont profondément transformés dans la banque avec le digital, avec les évolutions technologiques. Alors, ces évolutions ont un impact considérable sur les métiers. On peut citer l'automatisation, les banques en ligne, dans le retail, l'automatisation dans les salles de marché, l'intelligence artificielle, la révolution des moyens de paiement, le blockchain, et donc c'est le big data surtout. Et donc pour les métiers, c'est une évolution considérable et c'est pas également les mêmes compétences. Alors, est-ce que tu peux rentrer dans le détail de ces évolutions par métier? Et également peut-être en distinguant par fonction, par exemple entre administratif et commercial, par secteur, les évolutions dans la banque retail versus salle de marché versus PFI, et en donnant également des exemples d'utilisation de ces nouveaux outils. Oui. Alors, si je commence par l'agence, la vie du conseiller en agence s'est profondément transformée. En fait, auparavant, ils voyaient très souvent leurs clients qui venaient régulièrement pour faire des opérations simples. Et donc, on construisait une relation, une connaissance et de la confiance d'ailleurs. Et donc, lorsque le client venait pour une opération importante, il y avait cette relation qui existait. Aujourd'hui, eh bien, finalement, le conseiller ne voit ses clients pratiquement, enfin, un bon nombre de clients, il ne les voit que le jour où il y a une opération importante, que ce soit un investissement immobilier, une épargne à organiser. Et donc, il voit ses clients que sur des sujets compliqués ou difficiles, alors qu'il les connaît peu, et également qu'ils sont très bien informés souvent sur le sujet qu'ils viennent traiter. Et donc, il est extrêmement important, et là, voilà, transformation digitale, moi, vraiment, c'est avant tout bien utiliser les données. Il est extrêmement important que le conseiller, au moment où il voit ce client qui vient pour un sujet important alors qu'il le connaît peu, eh bien, il ait les bonnes informations sur l'historique du client, sur son potentiel, et puis les bonnes informations sur ce qu'il pourrait lui proposer. Et s'il n'est pas au bon niveau en termes d'information, en termes d'écoute pour bien comprendre le sujet du client et en termes de compétences, eh bien, le client qui n'avait pas de relation suivie avec ce conseiller, il ne reviendra pas. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. Alors, la productivité, est-ce que vous avez l'impression que ce développement du télétravail a été un facteur d'amélioration de la productivité, de détérioration, ou considérez-vous que la productivité est au même niveau? Alors, c'est encore pas simple à mesurer. Je dirais plusieurs choses. Il y a assez peu d'études. Moi, en interne, par exemple, on a regardé un centre de service, qui n'est pas un centre de vente, un centre de service client téléphonique. On a regardé, on avait en gros la moitié des personnes de ces plateaux téléphoniques qui travaillaient chez eux. Alors, c'est quelque chose qui est très normé, avec beaucoup d'outils de suivi. C'est une activité très... On a eu exactement les mêmes performances. Mais là, vous savez, on compte le nombre d'appels, le nombre de secondes des appels, etc. Exactement les mêmes performances. Dans la vente, je pense que c'était un peu moins bien, mais de toute façon, la vente était perturbée, y compris en agence. Donc, c'est assez difficile à comparer. Je pense également que, malgré tout, une partie du temps de transport, vous savez, en Île-de-France, par exemple, c'est très important, de la fatigue et du temps de transport a été rendu par les collaborateurs, je dirais à l'entreprise. Donc, ce n'est pas de la productivité horaire, mais c'est quand même un peu plus de temps, je pense, consacré à l'entreprise. Et puis, alors, aux États-Unis, ils ont fait une étude, ils ont interrogé tous les chefs d'entreprise. On avait, grosso modo, il y avait 10% de plus de chefs d'entreprise qui pensaient qu'il y avait eu un gain.
Et on a eu une étude récente alors de l'OCDE qui montre une courbe en U inversée, hein. Donc, en fonction du temps de télétravail. C'est-à-dire que un jour, 2 jours, là, il y a quand même 1 ou 2 journées, vous voyez, vous êtes chez vous, moins perturbé, moins d'interruptions, moins de temps de transport, et où, franchement, on voit que les gens travaillent bien. Et puis, par contre, quand on tend vers 4 ou 5 jours de télétravail, bien là, je pense que tous les impacts de la perte de communication informelle, de la perte du lien, de la difficulté à travailler en équipe, jouent pour faire baisser la productivité. Voilà un peu comment je vois les choses à aujourd'hui, sans que tout ça soit encore parfaitement mesuré. Peux-tu revenir sur par exemple, sur les exemples de nouveaux outils et de transformation des métiers? Oui, ben, je prendrai. Alors, j'ai parlé du retail. Oui, alors sur le retail, on a aussi quelques. Moi, j'avais il y a 20 ans, j'avais lancé les centres de relations clients, hein, donc qui traitaient un peu tous à la fois le téléphone. Donc le téléphone et puis par les outils digitaux, et on est en train de livrer la deuxième génération donc de ce centre de service client, où on va pouvoir vraiment aider le conseiller en agence pour que lorsqu'un client appelle pour un sujet qui n'est pas vraiment à traiter par le conseiller, ce centre de service client puisse router le client vers la bonne compétence. Vous voyez, un service technico-commercial, un service après-vente, vers la bonne compétence, et tout ça en langage naturel. Et on a, dans les prochains mois, on va livrer quelque chose pour aider les commerciaux à répondre aux mails. Ça, c'est le plus terrible, c'est les mails. Vous voyez, quelqu'un est en formation, est en vacances, des mails des commerciaux, des clients arrivent et ils ne sont pas traités ou avec retard. Donc, il faut, là, avec de l'intelligence artificielle, voir les mails qui ne sont pas vraiment voyez, personnalisés, enfin, ou finalement répondre rapidement par quelqu'un d'autre, faire répondre rapidement par quelqu'un d'autre que le conseiller, va être mieux pour le client. Et donc ça c'est quelque chose. J'aurais aimé mener ce projet qui doit être passionnant, et on en attend beaucoup là pour donc nos clients du retail. Chez Global Market, c'est aussi une grande révolution. Vous avez aujourd'hui près de 100% des opérations simples de change, de couverture, de taux ou de change qui sont électroniques, et avec là aussi de grands progrès dans l'utilisation des data, à la fois pour proposer et pour exécuter ces opérations, et ce qui fait que nos forces humaines, à la fois de vente et de trading, sont consacrées à des opérations à plus forte valeur ajoutée. Et puis également donc un métier qui se transforme complètement, c'est l'IT, hein, l'informatique. Hein, on voit disparaître donc les notions de métier MOA, MOE qu'on avait mis en place avec Michel Pébreau il y a 25 ans, hein, et pour avoir un dialogue direct IT métier, mais donc ce qui est très exigeant, parce que ça veut dire que les gens des métiers doivent être capables de parler avec l'IT, et l'IT capable de comprendre direct. Voilà, il n'y a plus d'interprète au milieu, mais ça permet d'être plus réactif, hein, et de ne pas avoir des grands projets avec des grands effets tunnels. Et également, ces métiers de l'IT doivent être très bons pour aider donc chacun des métiers, retail, de banque d'investissement, à organiser ces données, à avoir ces données donc bien rangées et pouvant être utilisées de la bonne façon. Donc chacun doit avoir son data lake, hein, son entrepôt de données, et pouvoir l'utiliser au mieux. Et ça, c'est vraiment une des priorités de nos métiers de l'IT. Alors, est-ce que cela ne conduit pas les collaborateurs à monter en compétences
pour rester crédible face à un client qui est plus autonome, qui est plus informé et qui peut faire beaucoup de choses directement par les plateformes. Et donc, la question, c'est la formation. Est-ce que la formation continue, qui est une des caractéristiques phares du secteur bancaire, est en phase pour s'adapter à ces nouveaux métiers? Tu as proposé tu as évoqué le mot compétence. Hein. Moi, j'ai été, voilà, pour moi, on parle beaucoup de données. Les données les plus précieuses pour faire de la bonne gestion des ressources humaines, c'est vraiment les compétences. Et finalement, je me suis aperçu que peu d'entreprises disposaient des compétences de leurs salariés, à la fois des compétences acquises et des compétences à développer. Donc moi, j'ai beaucoup investi là-dessus. On a réussi à construire un dispositif mondial, donc avec un vocabulaire unique, hein, puisque c'était un des gros sujets en parlant avec l'ensemble de mes collègues de grands groupes européens. Tous travaillaient sur les compétences, mais ils faisaient des pilotes avec des startups, et puis ils voyaient qu'il n'y avait pas le même vocabulaire en Asie. On a fait un catalogue unique avec une quinzaine de compétences comportementales, une dizaine de compétences transversales comme la gestion de projet, l'analyse, la capacité analytique, la conduite du changement. 200 compétences métiers, hein, autour du risque, de l'épargne, et puis de très nombreuses compétences techniques avec tout ce qui est les nouvelles technologies, l'IT, voilà. Et en fait, on a réussi à... Alors, on a construit, d'ailleurs, un peu en mode start-up, un outil où l'ensemble des collaborateurs ont été renseignés leurs compétences, et c'est disponible pour l'ensemble du groupe. Et donc, on peut rechercher, d'ailleurs, des collaborateurs en fonction des compétences dont on a besoin. Et aujourd'hui, on a près de 2 millions de compétences qui ont été renseignées pour, en gros, près des 3/4 des collaborateurs qui l'ont fait dans le monde. Et effectivement, je crois que c'est la base pour une bonne RH, c'est la base pour sélectionner le meilleur candidat, qu'il soit homme ou femme de n'importe quel pays, mais parce qu'il a les bonnes compétences qui sont recherchées par rapport à plutôt choisir la personne que l'on connaît bien. Et donc, on a essayé aussi de faire avec chacun des métiers un travail. Alors, on appelait ça en France la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mais finalement, il n'y avait pas beaucoup, le mot compétence n'était pas, il n'y avait pas beaucoup de réalité derrière dans ces travaux. C'était plutôt des nombres de commerciaux. Là, on a vraiment fait un travail de quelles compétences vous aurez besoin dans les 5 ans. Et ça, on a fait ça avec Global Market. Je me rappelle, j'étais content de voir Olivier Hosty, qui est le patron de Global Market, qui s'est complètement impliqué dans ce travail, hein, première compétence, c'est vraiment maîtriser la gestion des données. Et après, en anglais, je me rappelle, il parlait d'emotional quotient, mais disons d'empathie, hein, vis-à-vis des clients, de savoir vraiment écouter un client, comprendre ses difficultés. Et puis, on a fait ça avec les métiers du retail, de l'IT. Et donc, on a pu savoir les compétences attendues, voir celles qu'on avait aujourd'hui, et du coup, celles qu'il allait falloir développer, à la fois en faisant monter les gens en compétences, ce qu'on appelle de l'upskilling, hein, ou carrément en reconversion, hein, du reskilling, faire des gens, des collaborateurs qui sont dans des activités qui baissent, et leur faire acquérir vraiment de nouvelles compétences pour tenir un des métiers de demain. Et après, ce qu'on a dit, ce qui était très important, c'est de communiquer en interne. Et on a un grand groupe avec beaucoup d'activités sur ses besoins de compétences futures, et puis de dire clairement qu'on s'engageait à former tous ceux qui étaient prêts à faire l'effort de se former pour répondre à nos besoins de demain. Et ça, c'est en termes d'engagement des collaborateurs, savoir que l'entreprise est prête à les accompagner pour acquérir ces compétences et donc travailler sur leur employabilité.
c'est extrêmement fort en termes de fidélité et d'engagement des collaborateurs. Alors, est-ce que tu peux, ce travail d'anticipation des compétences est très intéressant. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de quelles seront, à ton avis, les compétences du futur, hein, un peu par métier? Oui, eh bien, sur le retail, on est beaucoup dans savoir écouter un client, comprendre, pas être là avec en ayant anticipé, je vais essayer de lui vendre ça, écouter un client, comprendre son sujet et du coup, à partir de cette écoute active, avoir la bonne proposition. Et puis également, dans le retail, être très à l'aise avec le digital parce que aujourd'hui, tout ne se passe pas dans l'agence. Vous avez même des parcours clients qui sont complètement digitaux. Là, on vient de lancer, par exemple, le prêt personnel 100% sur mobile. Hein. Vous êtes à la fois accepté et vous avez l'offre, la signature de l'offre, tout ça sur votre mobile. Mais ça, il faut que le collaborateur soit conscient de ça et soit à l'aise avec ça pour guider son client éventuellement. Vous avez des parcours qui commencent en agence et puis qui se terminent en digital, où vous faites signer électroniquement les documents par votre client. Il faut que vraiment le collaborateur soit à l'aise dans ces parcours digitaux, ces parcours mixtes ou en agence. Ça, c'est pour le retail. Pour Global Market, donc je vous l'ai dit, sur l'IT, c'est vraiment cette capacité à parler un langage intelligible avec les métiers, à se faire comprendre des métiers, à les éclairer sur l'organisation de leurs données et être vraiment, voilà, avoir vraiment dans l'IT comme dans les métiers des collaborateurs très, très pointus sur l'organisation des données et l'utilisation des données par l'ensemble des métiers. Alors, pour tout ça, effectivement, c'est beaucoup de formation quand on a défini ses besoins. Et la formation, et ça c'était vrai avant la crise et ça s'est accéléré, la formation, je considère, c'est une vraie révolution en ce moment. C'est une vraie révolution, à la fois parce que dans les modalités et dans le rythme, à la fois parce qu'il y a beaucoup plus effectivement de formation digitale qui n'est pas la réunion de formation, le séminaire de formation en présentiel, et puis parce que maintenant, c'est vraiment la formation en continu à toutes les étapes de votre parcours. Celui qui arrête de se former, il va vite être mis sur la touche. C'est indispensable. Et je le disais souvent, moi encore, les dernières années de DRH, j'ai appris chaque année et heureusement. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut qu'on passe dans l'état d'esprit de nos collaborateurs, se former tout le temps, pour se préparer, d'abord pour renforcer les compétences nécessaires au poste d'aujourd'hui qui évolue très vite et pour se préparer au poste de demain. Et dans notre promesse employeur, on a le côté employeur responsable, les nouvelles façons de travailler, on a la diversité, mais on affirme qu'on est a learning company, donc une entreprise où l'on apprend en permanence. Et ça, vraiment, je le disais tout à l'heure, pour fidéliser des collaborateurs, c'est extrêmement important pour eux. Alors là, notamment les plus jeunes, des candidats qui sortent d'école, savoir qu'ils vont être formés en permanence. Alors sur les modalités, donc la formation en ligne monte beaucoup. On a des grands réseaux, c'est vrai en Belgique, alors c'est vrai en France, qui ont créé carrément des chaînes digitales de formation. En France, dans le réseau France, vous avez une chaîne avec 1000 vidéos et tutoriels, dont 20% ont été faits par certains conseillers qui sont experts, qui connaissent très bien un sujet. Bien sûr, ça a été revu, ça a été vérifié, hein, la qualité a été vérifiée, mais voilà, vous avez beaucoup de sujets techniques qui sont traités comme ça, qui sont traités donc par cette formation à distance. Pendant la crise, eh bien, y compris la formation
des collaborateurs qui entrent dans le réseau a été 100% digitalisé parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et aujourd'hui, le réseau France dit que l'essentiel de sa formation sera désormais à distance, en digital. Alors, à distance en digital, ça ne veut pas dire sans aucune touche humaine. On a un très fort développement des classes virtuelles. Vous avez quand même un formateur et des intervenants qui peuvent interagir. Simplement, ils sont à distance, ils sont sur un site comme on est aujourd'hui. Mais donc, là, on a bien cette touche humaine et ces interactions humaines. Et pendant le confinement, on a ces virtual classrooms qui ont été multipliés par 5. Mais ça ne va pas redescendre au niveau initial. Là aussi, c'est vraiment quelque chose qui peut-être ça va redescendre un petit peu, mais on va être au moins multiplié par 2 ou 3 par rapport à ce qu'on faisait début 2020. Et puis un projet qui me tient vraiment à cœur sur ces sujets nouveaux de data et de digital. On a lancé une data Digital and Agile Academy avec un grand partenaire français que un certain nombre d'entre vous connaissent, qui s'appelle Open Classroom. Et donc, pour tous ces métiers autour du data, de Chief Data Officer, de Data Scientist, ou les métiers de l'agile et du digital, comme le Product Owner, maintenant qui conduit des projets, le Scrum Master qui vérifie que la méthodologie est bien employée, eh bien, nous avons des parcours d'upskilling où le collaborateur va y consacrer 2 heures par semaine pendant 1 an, 18 mois. Donc, c'est une montée en compétences pour acquérir une compétence supplémentaire. Ou alors de reskilling que j'évoquais tout à l'heure. Et là, il va consacrer 20% de son temps à cette formation avec Open Classroom. Certaines formations, on les a fabriquées ensemble d'ailleurs, quand c'était vraiment quelque chose qui nous était un peu spécifique. Et 20% de son temps, et là, comme ce sont des parcours longs où on consacre beaucoup de temps, Open Classroom offre là aussi une touche humaine. Il y a un tuteur qui va parler chaque semaine avec l'élève, qui va lui faire des projets, regarder comment les projets avancent, et on aboutit sur des certifications de compétences à la fin de ces parcours. Moi, j'ai rencontré les premiers diplômés qui étaient vraiment très fiers d'avoir pu faire ça. C'est exigeant, c'est dans la durée, mais d'un autre côté, ça permet aussi de ne pas sortir complètement une personne de son équipe, de son manager, et de laisser 4 jours par semaine pour faire son travail normal, mais 1 jour par semaine, il se prépare à prendre un poste différent d'ici 18 mois, 2 ans. Voilà, et donc ça, c'était… et on ne parle pas en dizaines, on parle en milliers de participants. Et sur les parcours d'upskilling, pendant le confinement, on a doublé les inscriptions. Donc, les gens étaient chez eux, mais ils étaient sans doute plus disponibles pour ça et pour cette formation à distance. Et donc, ça a très bien marché. Est-ce que BNP Paribas est un groupe mondial. Est-ce que tu peux nous donner un éclairage sur ce qui se passe en France versus international, peut-être exemple de quelques pays sur cette évolution des métiers? Oui, alors sur la formation d'ailleurs, l'APAC, l'Asie, nous avait été un peu précurseur. Donc moi, j'ai chaque année des séminaires RH et donc ils nous avaient montré autour de la formation à l'innovation, à la conduite de projet. Ils avaient sorti beaucoup de formations. C'était les premiers à avoir sorti une chaîne digitale de formation. Et donc, on a plutôt… les équipes européennes se sont plutôt appuyées sur ce qui avait été fait en Asie. Après, ce qui peut être plutôt étonnant, c'est que dans le retail, par exemple, eh bien les États-Unis, je pense, sont plutôt un peu, en termes de transformation du métier, sont plutôt quelques années après ce qui se passe en Europe. Donc, ce qui est peut-être contre-intuitif. Et à l'inverse, vous avez des gens comme
nos amis de Thèbes en Turquie, eux, ont été très précurseurs sur tout ce qui est digital, banque digitale, utilisation des canaux digitaux, des paiements nouveaux. Et donc là, on avait plutôt un pôle à regarder pour nos grands réseaux européens. Après, pour ce qui est, par exemple, de Global Market, comme son nom l'indique, c'est beaucoup plus global. Et là, les métiers se sont transformés de façon assez homogène dans le monde entier, et pour l'IT également. Alors, nous avons une question sur comment faites-vous pour vous adapter entre la disparition de métiers historiques et l'apparition de nouveaux métiers. Peut-être que tu peux répondre à cette question avant que nous passions à la troisième partie sur les nouveaux modes de management. Oui, eh bien, je dirais, c'est vraiment ce qu'on avait. On est resté dans la culture et la façon de faire qu'on avait mis en place avec Michel Pébro. Lorsqu'il y a des métiers qui disparaissent, à la fois on utilise les départs naturels pour baisser les effectifs dans ces activités. Et puis, on fait beaucoup de formations. À l'époque, ça s'appelait la formation reconversion. Maintenant, on appelle ça du reskilling, mais c'est pareil. Donc, on essaie d'anticiper. Dans notre dans la culture de la BNP qu'avait reprise Michel Pébro, puis de ce qui est devenu BNP Paribas. On est plutôt dans l'adaptation permanente, alors qui est exigeante. Chaque année, on essaye de faire que chaque activité soit au bon niveau d'effectif et où on diminue là où les activités et les métiers sont en diminution. Et on forme les gens pour aller se préparer aux activités qui se développent. Et on a évité, c'est des questions qu'on s'était posées, je me rappelle, avec Michel Pébro en 93, mais en tout cas, on a évité depuis cette époque tout ce qui est grand plan de licenciement, parce que on considérait que c'était pas à long terme, ce n'était pas payant, et que l'adaptation permanente, la maîtrise des coûts permanente, et donc la formation vers de nouveaux métiers était la solution. Donc c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait là, dans ce que j'ai expliqué avec ce travail qu'on n'appelle plus de gestion prévisionnelle des compétences, qu'on appelle Strategic Workforce Planning, anticiper les métiers à 5 ans, les compétences dont on aura besoin, et former et recruter aussi, former, faire des mobilités en interne, beaucoup également pour cette gestion des effectifs et des nouvelles compétences. On a beaucoup de mobilité en interne. Et chaque année, on a entre 5 et 10 000 personnes dans le groupe qui changent soit de métier, soit d'entité, donc de mobilité transversale, on va dire, au-delà des mobilités de quelqu'un qui va d'une agence à une autre agence, donc qui change de métier ou d'entité dans le groupe. Donc c'est fort, c'est quelque chose mais qui permet aussi là de gérer les évolutions d'effectifs qui sont assez variables suivant chacun de nos métiers. Oui, c'est un processus continu d'adaptation. Donc, j'en reviens à la troisième partie. Donc, l'impact de cette nouvelle manière de travailler, du digital, amène également à de nouveaux modes de management. On a une hiérarchie plus plate, un mode de management plus sous forme gestion de projet, direction par objectif. Est-ce que tu peux nous dire comment ces évolutions ont modifié le fonctionnement de la banque? Oui. Bien. En fait, effectivement, moi, je crois le management d'aujourd'hui et de demain, c'est beaucoup à base de confiance. Alors là, j'essaie de pas employer trop de mots anglais, mais je pense que le mot empowerment est quand même meilleur que autonomie. Empowerment et de responsabilité et de favoriser la transversalité, en n'hésitant pas à donner des objectifs transversaux. Tu vas contribuer à un projet dans une autre équipe, tu vas mieux travailler avec les autres équipes et favoriser la coopération. Et là,
en donnant des objectifs collectifs, hein, et bien sûr des objectifs individuels, mais savoir donner des objectifs collectifs, participer à une performance collective, participer à un projet. Et ce qui est donc très concrètement, ça se traduit par un management beaucoup plus par objectif, donc qui est très différent de regarder les heures de présence d'un collaborateur. Hein. Et quand on arrive avec plus de télétravail et de management à distance, ben c'est absolument clé. Et les managers qui se rassuraient plus tôt en allant voir si les collaborateurs étaient présents à telle heure, ben sont un peu perdus. Hein. Et donc, on est vraiment en train d'accélérer vers ce management par objectif, qui ne veut pas dire d'ailleurs donner un objectif puis laisser faire et aller voir au bout d'un an. Dans une banque où le contrôle reste extrêmement important, eh bien, on traduit ça aussi un peu par passer de command and control à empower and control. Et donc, ça veut dire faire le point régulièrement de l'avancée des objectifs, hein, en donnant du feedback régulier aux collaborateurs. Ça veut dire où en es-tu de tes objectifs, regarder les points de retard, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et ça veut dire traiter ce qui est positif et ce qui est négatif, mais toujours de façon constructive. Comment on peut t'aider? Est-ce que tu as besoin d'une formation? Est-ce qu'une autre équipe pourrait t'aider pour revenir aux objectifs et au rythme qui était prévu? Et donc, avec cette période de télétravail forcé, eh bien, ce management par les objectifs a été fortement accéléré. Et également, quand on parle de cette confiance, je crois que c'est important aussi de savoir avoir on parlait de plus de télétravail, savoir avoir de la souplesse. Par exemple, moi j'ai prévu de télétravailler le mardi et le mercredi, et puis mon patron ce mois-ci, un mercredi, a besoin de faire une réunion vraiment pour réorganiser l'équipe ou de créativité, et il faut qu'il puisse me demander, tiens, est-ce que tu ne peux pas décaler d'une journée ton jour de télétravail cette semaine-là? Ou inversement, moi je vais avoir quelqu'un, j'ai un problème de garde d'enfants cette semaine, eh bien je vais faire le jour de télétravail plutôt ce jour-là. Il faut qu'il y ait cette souplesse, avec cette confiance, cette souplesse réciproque, et ça aussi, bon, je pense que pendant ces périodes de télétravail forcé, on a beaucoup progressé là-dessus. Mais on voit qu'on a quand même encore une partie de nos managers sur lesquels on doit former encore davantage sur ce management à distance ou sur ce management hybride, hein, où on a une partie des équipes sur site, une partie chez eux, et il faut savoir manager l'ensemble de l'équipe. Est-ce qu'on peut aborder le sujet de l'attente des collaborateurs? Est-ce qu'il y a de nouvelles attentes des collaborateurs par rapport au travail, par rapport à l'entreprise? On a tendance à dire qu'il y a une baisse de la fidélité donc des collaborateurs par rapport à l'entreprise, puis également que les attentes des milléniums sont différentes. Qu'est-ce que tu constates sur ces points? Moi, je pense qu'elles ne sont pas très différentes, et en tout cas, ou pas très différentes de ce qu'étaient les milléniums il y a 20 ans. Peut-être un peu plus, ce qui est peut-être un peu plus fort, c'est la demande de sens, de travailler dans une entreprise qui a des valeurs, qui essaie de travailler de façon responsable. Ça, mais vous savez, c'est quand même une demande qui est plus forte aujourd'hui dans beaucoup de générations, hein, quasiment dans toutes les générations. Quand on a travaillé sur nos nouvelles valeurs, on l'a fait en particulier avec les membres des comités de direction, qui étaient plutôt des quinquagénaires,
Et ils ont eu une forte demande sur le fait que BNP Paribas s'affiche vraiment comme une entreprise responsable. Alors, sinon, l'attente qui est forte, mais que j'ai trouvée comme l'attente la plus forte année après année, ça ne bouge pas, c'est le fait, et ça crée de la fidélité, c'est le fait de se voir offrir, de savoir qu'on va se voir offrir par le groupe des perspectives sur le long terme. Hein, c'est ça, et là, y compris des jeunes dont on pense un peu plus apport d'une entreprise à l'autre, mais le fait qu'ils sachent qu'ils ont un poste qui leur plaît bien, mais qu'on va on va pouvoir leur proposer dans un groupe multi-activités des opportunités qui correspondent à ce qu'ils ont envie de faire et à leurs compétences dans les années qui viennent, je crois que c'est la plus forte attente. Et ce qui permet d'en conserver, pour continuer leur parcours chez nous, une bonne proportion. Alors, on va aborder la quatrième partie. Donc, en fait, pourquoi un groupe bancaire se donne un cadre en définissant donc une mission, une raison d'être, des valeurs. En quoi cela consiste-t-il pour BNP Paribas? Comment avez-vous procédé? Et qu'est-ce que cela signifie concrètement, au-delà bien sûr des déclarations d'intention pour les collaborateurs? Oui. En fait, on avait avec Michel Pébreau fait des valeurs juste au moment de BNP Paribas. Hein, il y avait l'engagement, l'ambition, la réactivité, la créativité. Et donc, c'était des valeurs vraiment dans l'action pour avancer. Et je vous rappelle qu'on a payé une amende suite à des problèmes qu'on avait eus avec certaines équipes en Suisse. On a payé une amende donc, de 9 milliards de dollars aux Américains. Et donc, ça, c'était l'été 2014. Et donc, à la rentrée 2014, on s'est dit comment resserrer les boulons et faire que cela n'arrive plus jamais. Et donc, on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait retravailler sur nos valeurs, travailler sur une transformation vers plus de conformité, un jour, j'ai proposé au COMEX qu'on travaille avec les 500 membres des comités de direction dans le monde entier. Et on les a réunis en 14 forums de 40 personnes, avec une après-midi avec le directeur général, et puis les 2 jours qui suivaient avec un membre du COMEX. Et moi, je sponsorisais le premier forum, hein, donc, puisque j'avais organisé un peu tout ça. Et là, j'ai eu une demande très forte, justement, mais Jean-Laurent nous a dit ce qu'il voulait, qu'il fallait être beaucoup plus rigoureux, qu'il voulait donc une transformation pour que ça n'arrive plus jamais. Mais ces gens-là m'ont dit, il faut qu'on l'écrive, il faut qu'on formalise une mission, une vision. Donc, je me suis adapté. Le lendemain, on a travaillé là-dessus. Puis, je suis revenu au COMEX en disant, les autres, voilà, ils veulent ça et ça me paraît important. J'ai eu le feu vert du COMEX. On a travaillé pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, on avait des propositions. Je suis revenu au COMEX avec 4 propositions vraiment écrites par les 500 personnes dans les 14 forums successifs. Et donc, ça aboutit à une mission, notre vocation, ce que nous défendons, et puis une vision, nos aspirations pour le futur. Et il se trouve que, il y avait, comme je vous disais, il y avait beaucoup de demandes sur le fait d'être une banque responsable. Et donc, en 2015, on a écrit, donc le COMEX a écrit ensuite la vision, la mission, avec 95 à 100% des mots qui étaient vraiment écrits par les groupes de membres des comités de direction. Et on a écrit « Nous voulons avoir un impact positif sur nos parties prenantes, clients, collaborateurs, actionnaires et sur la société dans son ensemble ». Donc, dès 2015, avant même qu'on crée la direction de l'engagement, ça devait être 2017 avec Antoine Cyr. Et ça a été vraiment un moment fort. Et en parallèle,
on a refait de cette mission, cette vision, on a travaillé pour refondre nos valeurs. Et ça, on l'a fait avec l'ensemble des collaborateurs. On a interviewé les 200 000 collaborateurs. Qu'est-ce que vous aimez chez BNP Paribas? Qu'est-ce que vous aimeriez renforcer et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et là, je dirais en complément, on a eu des forces qui ressemblaient un peu à ce qu'était BNP Paribas, la solidité, la responsabilité, l'expertise, good place to work, un bon endroit pour travailler. Et puis on a eu ce qu'on devait toujours travailler, à nos leviers, ce qui devait toujours faire l'objet d'efforts, c'est l'agilité, la culture de conformité, la satisfaction client et l'ouverture. Et ça a été nos valeurs, le BNP Paribas Way, à partir de 2014. Et là, j'ai eu 200 000, on a interrogé 200 000 personnes et il n'y en a pas 200 000 qui ont répondu, mais j'avais 200 000 propositions dans ce que j'aime pas, etc., à partir desquelles on a pu travailler venant du monde entier. Et vous voyez que donc, on a à la fois culture de conformité et responsabilité qui n'apparaissait pas on avait eu cette discussion avec Michel Pébreau, ce côté sérieux, et on ne l'avait pas formalisé parce que c'était vraiment dans le fond de marque de la BNP, j'allais dire. Hein. Et là, on a pensé nécessaire, après ce qui nous était arrivé, de le formaliser dans ses valeurs. Voilà. Et c'était une belle aventure de reconstruire cette mission, cette vision et ces valeurs. Michel, vous voulez conclure? On n'a pas d'autres questions sur le bandeau. Non, écoutez, je crois, Yves, vous avez démontré à quel point BNP Paribas s'est transformé au fil des années et toujours s'est transformé dans le sens d'une amélioration en tirant le meilleure partie de l'expérience, heureuse ou malheureuse, de ces activités. Et je crois que c'est la grande mission, à mon avis, des banques. Les métiers bancaires sont des métiers qui connaissent des transformations très profondes, du fait à la fois de la mondialisation et puis de la révolution permanente des technologies de traitement et de transport de l'information. Les outils sont l'environnement des activités bancaires est en mutation profonde permanente. Et donc, il est nécessaire d'avoir des points de repère. Et je crois que ce que vous avez montré, c'est que BNP Paribas a réussi, en effet, à se doter de ces points de repère dans la période la plus récente et en avance sur son temps, en particulier sur la question de raison d'être, le concept d'engagement qui avait été retenu par BNP Paribas est une formidable expression d'une raison d'être pour une banque. Donc, je crois que sous la direction de Jean-Laurent Bonnafé, avec votre action très précise dans la mise en œuvre des objectifs qui avaient été fixés, il est évident que la banque s'est transformée et c'est cette transformation qui est venue, à mon avis, dans le même temps, la performance, c'est-à-dire le fait que la banque, au même moment, est devenue la banque leader de l'Europe après, si je puis dire, des années d'efforts, de transformation et d'engagement. Voilà, je crois que la vraie leçon de cette banque, c'est une leçon d'entreprise. La banque est une entreprise, elle doit se comporter comme telle et elle doit, comme telle, être au service à la fois des différentes sociétés dans lesquelles elle opère à l'échelle mondiale et surtout, bien entendu, de ses clients. Elle doit être là pour aider ses clients à réaliser leurs projets. Voilà, c'est une mission que vous avez bien décrite et qui est le résultat de l'action de la direction actuelle de BNP Paribas. Merci à tous. Nous allons donc terminer cette table ronde. Nous arrivons au terme de notre exposé. Merci à tous pour vos questions. Merci à tous pour votre participation. Excellente journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.